Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture du mois d'août. Je suis désolée, j'ai pas trop d'autres moments pour filmer et toute la journée il faisait vraiment beaucoup trop chaud pour que je puisse ouvrir mes stores. Et maintenant que je peux, il y a de l'orage, du coup on a l'impression qu'il fait nuit et alors qu'il n'est que 17 h. J'espère que ça ne va pas plus s'accentuer que ça. Pour l'instant ça tonne juste au loin, il ne pleut plus, etc. Donc bref, du coup je profite de ce petit moment d'académie météorologique pour tenter de vous filmer ce point lecture. Dans ce point lecture, j'ai du coup 5 titres ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Les Jours Brûlants par Laurence Perrin. Puis ce sera au tour de En apnée par Meg Grehan. Après ça, je vous parlerai de ma lecture de Eros Automaton par Clémence Godefroy. Puis je terminerai côté roman avec 2 petits titres vraiment destinés à la jeunesse, à savoir Ulysse contre le Cyclope et Antigone la Révoltée. Et côté graphique, je vous parlerai du premier tome du manga Tempête de Cristal, ainsi que du tome 5 de The Wicked plus The Divine. Du coup, je vais démarrer avec Les Jours Brûlants par Laurence Perrin, qui est son dernier roman en date qui est sorti au mois de mars. Laurence Perrin est une autrice que je suis maintenant depuis quand même quelques années, dont j'ai lu la plupart des derniers titres. J'ai lu notamment L'Aile des Vierges que j'ai beaucoup aimé, j'ai également lu Ma Chérie que j'avais bien aimé, et j'ai aussi lu Miss Cyclope que j'avais aussi bien aimé. Donc voilà, du coup j'étais curieuse de découvrir son nouveau titre. J'hésitais à me le procurer et puis je l'ai finalement trouvé à ma médiathèque, donc je me suis jetée sur l'occasion. Pour ce qui est de ce récit, Laurence Perrin nous place à nouveau une histoire aux États-Unis, ce qui est un petit peu son sujet de prédilection, d'explorer les différentes années, mais le tout aux États-Unis. En l'occurrence, ça se passe à la fin des années 1970 et Joanne est une mère de famille de 37 ans qui a épousé un homme qu'elle a connu assez jeune, avec lequel elle a eu un coup de foudre. Son couple se porte très bien, son mari est devenu un chirurgien très renommé et quant à elle, elle est femme au foyer et s'occupe de ses 2 enfants qui sont maintenant assez grands. Donc voilà, elle a cette petite vie apparemment tout à fait parfaite, sauf qu'un jour il va se passer quelque chose et suite à ça, la vie de Joanne va complètement changer. Joanne va complètement devenir quelqu'un d'autre et on va voir ce qui va pousser cette femme, bien sous tout rapport, à fuir et à devenir une disparue volontaire. Donc voilà, à vraiment tout laisser en plan pour changer complètement de vie. J'ai trouvé que la première partie avant l'incident et juste après l'incident était peut-être un petit peu longue parfois. Bien que le récit soit très fluide, la plume de Laurence Perrin est très fluide et en plus on est sur une mise en page vraiment aérée, donc ça se lit vraiment facilement. Mais voilà, en termes d'événements qui se passaient, ça allait pas forcément très vite. Et par contre, à partir du moment où Joanne décide de tout plaquer, là on a quand même une accélération du récit et j'ai beaucoup aimé cette partie. Je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle nous présente une vie vraiment complètement différente à 1000 lieues de la vie que vivait Joanne. Elle va faire plein de rencontres et je l'ai beaucoup aimé justement toutes ces rencontres et le contexte dans lequel elle les fait. Je peux pas trop vous en dire parce que je voudrais pas vous spoiler, mais vraiment c'est des rencontres et un contexte de rencontres très particulier et c'était vraiment super chouette. J'ai trouvé malgré tout qu'il y avait quelques petites facilités scénaristiques, il y a certaines petites choses qu'on voit un petit peu venir, mais dans l'ensemble c'est un titre qui m'a vraiment bien plu. C'est un titre qui parle beaucoup aussi de main tendue et de comment notre aide, même si elle n'est pas si énorme, peut complètement changer la vie de quelqu'un et peut vraiment l'aider. Donc pour ça c'était vraiment chouette. Il y a donc voilà, tout un aspect vraiment original par le milieu dans lequel Joanne va être amenée à évoluer. Et un récit dans l'ensemble que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai passé vraiment un bon moment avec. Et du coup je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite je me suis lancée dans En apnée par Meg Grehan. C'est aux éditions Talent Haut et c'est un déjà très court roman puisqu'il fait 160 pages. Et en plus de ça, c'est un roman écrit en vers libre. Donc comme ça peut être le cas des titres de Sarah Crossan, de certains Clémentine Beauvais, etc. Sauf que celui-ci est vraiment destiné à un public jeunesse, là où les autres que je vous ai cités sont plus quand même destinés à un public adolescent. Celui-ci voilà, est vraiment destiné à la jeunesse.
C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié. Je l'avais découvert sur la chaîne de Piketty Bookin et je suis tombée dessus en occasion. Dans ce titre, on va suivre l'histoire de Chloé. Chloé est une jeune fille qui... Non, pardon, on suit l'histoire de Maxime. Maxime est une jeune fille, bien qu'elle porte le prénom Maxime, qui grandit avec sa mère et le père, on ne sait pas exactement où il est. Maxime est une jeune fille vraiment très attachante, c'est ses pensées que l'on suit. C'est une jeune fille vraiment très attachante, mais c'est aussi une jeune fille extrêmement angoissée par énormément de choses. Et globalement, elle est très angoissée principalement parce qu'elle ne connaît pas et parce qu'elle ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'elle se lance toujours dans énormément de recherches pour essayer de comprendre les choses et du coup de moins en avoir peur. La dernière chose en date, c'est les profondeurs marines et voilà, c'est vraiment quelque chose qui l'angoisse au départ et du coup elle décide de se renseigner, d'en lire le plus de choses possible sur les différentes créatures marines et ce genre de choses. Vraiment elle devient finalement un puits de science sur le sujet et voilà, vraiment elle a une approche des choses qui est très attachante. On s'attache très vite à elle et très tôt dans le récit on va comprendre que Maxime a des sentiments pour sa voisine de table qui s'appelle Chloé. Sauf que voilà, justement, ça aussi c'est quelque chose qu'elle ne comprend pas, sur lequel elle n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus, puisque tout ce qu'elle voit partout c'est que les filles sont amoureuses des garçons et que les garçons sont amoureux des filles. Et elle a du mal finalement à trouver une réponse dans les livres, comme elle peut le faire sur d'autres sujets, y compris les créatures marines. Et du coup voilà, on a tous ces questionnements qui vont se poser. Il y a également la découverte de ses sentiments, le fait qu'elle s'interroge sur ses sentiments, etc. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé la manière dont ça aborde l'homosexualité pour des enfants et surtout la manière bienveillante dont ça l'aborde. Les personnages adultes, il y a 2 personnes adultes qui ont leur importance dans le récit et qui ont vraiment un regard très bienveillant sur les choses et ça fait du bien, voilà, d'avoir un récit bienveillant sur le sujet. J'ai beaucoup aimé également le traitement des angoisses et de la manière de faire face que nous présente Maxime. Pour ce qui est des vers libres, je les ai trouvés très chouettes. Il y a certains passages qui sont vraiment superbes. Et par contre, il y a certains passages où je ne sais pas si c'est lié à la traduction, mais parfois il y a certaines coupures dans la phrase du fait du retour à la ligne des vers que je trouve un peu étranges à la lecture et que j'aurais pas forcément placé à cet endroit. Mais voilà, il y en a certaines qui sont vraiment justifiées par le rythme, etc. et qui sont vraiment bien jouées. Et d'autres d'autres que j'ai pas forcément aussi bien comprises et en le lisant je faisais pas forcément d'ailleurs la pause à cet endroit là et si je la faisais à cet endroit là je trouvais ça un peu bizarre mais voilà, vraiment c'est un très chouette récit. J'ai pas pris de notes au fur et à mesure de ce que je lisais mais plusieurs fois je me suis dit vraiment ce passage là est vraiment fort, ce passage là est vraiment beau. Voilà, donc vraiment un titre que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande très chaudement du coup ouais, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, je me suis lancée dans Eros Automaton par Clémence Godefroy aux éditions du Chat Noir. C'est dans leur collection Black Steam, du coup c'est un titre de steampunk. Dans ce roman de Clémence Godefroy, on va suivre l'histoire de Agathe, je crois bien. Oui, c'est ça. On suit l'histoire de Agathe Le Pic. Agathe est une jeune couturière qui est vraiment très passionnée par ce qu'elle fait et qui a toujours grandi avec une grande amie à elle qui s'appelle Adélaïde. Et Adélaïde est sortie récemment de l'institut où elle a appris du coup le monde des automates, où elle a appris à programmer des automates, etc. Et du coup, Adélaïde décide de se lancer dans un grand concours à l'occasion d'une foire, je ne sais plus exactement, du salon gallien d'automatie. Du coup, Adélaïde décide de se lancer dans le salon, enfin de se lancer au concours du salon. Et pour ça, elle va du coup réaliser un magnifique automate qui va être du coup habillé par Agathe. Lors de ce concours, elles vont également recroiser un ami de promotion d'Adélaïde qu'on va également pas mal voir par la suite. Sauf qu'il va se passer un incident durant ce concours et que du coup il va y avoir une sorte d'enquête qui va commencer et que nous on va également suivre puisque la personne chargée entre autres de l'enquête, il s'agit du frère d'Adélaïde. Donc voilà, c'est globalement ces 4 personnages là que l'on va suivre. Donc Agathe, Adélaïde, le frère d'Adélaïde et l'ami de promotion d'Adélaïde qui s'appelle je sais plus. Donc le frère c'est Balthazar et son ami je crois qu'il s'appelle Blaise si je dis pas de bêtises.
Donc voilà, on va les suivre eux. Donc le tout se passe à Parisor, qui est donc une version alternative de Paris, dans lequel les automates du coup ont une très grande place. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste, et donc oui, par rapport au titre Eros Automaton, il va ensuite y avoir une romance qui va s'installer du côté de notre personnage principal, donc Agathe. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je l'ai trouvé extrêmement fluide à la lecture et hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé le fait que dans ce monde, un automate n'est pas juste une machine, mais c'est également une œuvre d'art à part entière. Et du coup, il y a tout le côté vraiment création, vraiment artiste qui est mis en avant et qui m'a beaucoup touchée, que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant. Ça pose forcément beaucoup la question de l'humanité, de la frontière entre humains et automates, de la question des sentiments, du fait de savoir si, voilà, si un robot, à partir du moment où on lui donne autant de capacités intellectuelles, se met à développer des sentiments. Et tout ça, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce titre. Il y a par contre un plot twist dans le récit que j'ai trouvé très facile à deviner par rapport à la... Juste par rapport en fait même à la 4e de couverture ou à la manière un peu dont est vendu le roman. J'ai trouvé ça un petit peu dommage puisque du coup j'avais vraiment vu venir ça. Après, même si je l'avais vu venir, ça m'a pas empêché de beaucoup apprécier ma lecture. J'ai cru comprendre que Clémence Godefroy nous préparait un autre livre dans cet univers. Je sais plus si ce sera un préquel ou une suite, mais en tout cas je serai clairement au rendez-vous parce que j'ai beaucoup apprécié ce titre. Dont je vous recommande du coup très chaudement la lecture et je lui ai mis la note de 18 sur 20. Pour terminer, j'ai donc lu deux très courts titres, à savoir Ulysse contre le Cyclope et Antigone la Révoltée, qui sont du coup deux titres de la collection Mythologie et compagnie de chez Nathan. C'est marqué du coup les aventures de la mythologie à partir de 7 ans. Je vais commencer du coup par Ulysse contre le Cyclope, qui est écrit par Hélène Montardre et illustré par Romain Ménétrier. Dans cette histoire, on va suivre du coup une petite partie. Je ne sais pas si vous voyez les éclairs, s'il y a une incidence sur la luminosité de la vidéo, mais ça fait 2 fois de suite qu'il y a de gros éclairs au loin. Bref, du coup, pour ce qui est de Ulysse contre le Cyclope, on va suivre du coup la partie de l'aventure d'Ulysse où justement il va arriver sur l'île du Cyclope, de sa rencontre avec lui, de ce qui va arriver à son équipage, comment ils vont s'enfuir, etc. C'est un récit qui porte plutôt bien pas son nom, mais qui porte plutôt bien ce pourquoi il est vendu, à savoir que je trouve que c'est effectivement un titre qui parle du Cyclope, d'Ulysse contre le Cyclope, et qui est vraiment introductif et adapté pour des enfants à partir de 7 ans. L'écriture est plutôt simple, elle ne m'a pas plus sauté aux yeux que ça. Les dessins sont pas tout à fait dans mon genre, c'est un peu l'image de ce qu'il y a sur la couverture. Mais voilà, il y a des dessins, il y a des illustrations en grand format et puis il y en a d'autres qui prennent pas la page complète. Et du coup, voilà, c'est un récit qui fait à peu près une petite 50aine de pages, qui est écrit très gros, donc voilà, c'est bien adapté à son public. Après, pour ce qui est de l'histoire, voilà, c'est une histoire très résumée, très simplifiée, une version simplifiée de cet épisode des aventures d'Ulysse. C'était plutôt sympa, voilà, je lui ai mis la note de 15 sur 20. Et ensuite, du coup, je me suis lancée dans Antigone la Révoltée, donc, qui est lui écrit par Clémentine Beauvais et illustré par Aline Bureau. Ces 2 titres de la collection Mythologie de Nathan, ce sont 2 titres que j'ai reçus de la part des éditions Nathan, puisque ce titre-ci m'intéressait particulièrement, étant donné qu'il est écrit par Clémentine Beauvais. J'avais déjà lu le titre qu'elle avait également écrit dans une collection Mythologie qui s'appelait Yo, et je crois qu'il était destiné par contre à un public peut-être un petit peu plus âgé. Du coup, voilà, j'étais curieuse de voir celui-ci. Pour ce qui est du coup de Antigone la Révoltée, pour le coup les dessins sont vraiment très chouettes, enfin c'est un style de dessin en tout cas que j'aime beaucoup. Pour ce qui est de l'histoire, c'est écrit par Clémentine Beauvais et c'est globalement vraiment bien écrit. Pour autant, je pense pas que ce soit forcément trop compliqué pour des enfants. Il y a peut-être des mots pour lesquels ils auront besoin d'explications de la part de leurs parents s'ils le lisent ensemble, etc. Mais en soi, voilà, le style d'écriture est vraiment beau, mais pour autant, je ne pense pas qu'il soit trop compliqué. En revanche, je trouve pas que... je connaissais pas spécialement, je dois dire, l'histoire d'Antigone. Donc à nouveau on est sur une version vraiment synthétisée en 50 pages et là je sais pas du coup si vous entendez ou pas le tonnerre qui gronde, bref
Mais par contre, l'histoire en elle-même est franchement pas adaptée à un public à partir de 7 ans, d'après moi. Clairement, je pense pas que je ferais lire ça à un enfant de 7 ans, puisque voilà, si je vous dis juste la table des matières, il y a donc 5 chapitres qui s'appellent respectivement je veux enterrer mon frère, je vais enterrer mon frère, j'enterre mon frère, j'ai enterré mon frère, on va m'enterrer et on m'enterre, pardon, 6 chapitres. Donc voilà, clairement, on n'est pas sur une histoire bon, joyeuse du tout, mais ça, voilà, c'est l'histoire d'Antigone, mais en plus, voilà, c'est extrêmement tourné autour de la mort, du fait d'enterrer, etc. Enfin, je pense pas que ce soit très adapté à un enfant de 7 ans. Ça m'a un petit peu surprise de ce côté-là. Donc voilà, du coup, j'étais un petit peu perplexe par rapport à ça. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, on va passer au graphique. Tout d'abord, j'ai lu Tempête de cristal, le premier tome, par Aki Aoi, aux éditions Komiku. C'est une série qui est prévue en 3 tomes. Le second tome est déjà sorti et le troisième est prévu pour le mois d'octobre. Du coup, là, c'est une série qui sera assez rapidement terminée. C'est une série qui m'a vraiment attirée par sa couverture et par ses dessins, qui avaient l'air vraiment très chouettes. Et puis, le résumé avait l'air tout particulièrement original. Et du coup, j'étais vraiment curieuse de voir ça. J'essaye de vous trouver un joli dessin qui montre aussi en fait un peu de paysage et pas juste les personnages. Bon, voilà, par exemple. Et du coup, on est dans un univers particulier puisque on est dans un univers dans lequel il y a des tempêtes de sable très étranges qui se produisent de manière assez régulière et complètement imprévisible. Ces tempêtes de sable font disparaître complètement de la carte parfois des villes entières. Et tout ce qu'on retrouve après ça, ce sont des espèces de fragments de cristaux qui sont éparpillés. Il y a du coup des chasseurs de cristaux qui essayent de s'en emparer et pas mal de choses sont faites ensuite. Nous, on va suivre une jeune fille qui est apprentie dans un atelier. Son métier, en gros, c'est de confectionner des jolies pièces, notamment des éléments de décoration, à partir de ces cristaux, puisqu'en fait, si on regarde dans les cristaux, on peut voir des fragments en quelque sorte de la ville qu'ils ont avalée, si on peut dire ça. Par exemple, on peut voir un phare, on peut voir des bâtiments, etc. Et du coup, voilà, elle, c'est son métier. Elle va se rendre avec son maître dans une ville et une tempête de cristal va survenir. Elle va, suite à ça, faire la rencontre d'un jeune homme assez particulier, puis d'une bande entière de personnages assez particuliers eux aussi. C'est un récit qui n'est pas forcément très simple à appréhender, surtout qu'il y a pas mal de parts données aux rêves et aux pensées de notre héroïne. Et parfois, après, on rebascule des pensées à la réalité sans que ce soit forcément toujours très clair. La frontière est parfois un peu mince entre les deux. C'est un titre qui est globalement assez rapide. La narration est, comme je le disais, un peu particulière. Mais par contre, c'est un titre dont j'ai beaucoup apprécié les dessins et c'est un titre qui a le mérite d'être quand même assez original. Donc voilà, je pense continuer la série, je suis plutôt curieuse de voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Je pense que la suite sera également assez rapide puisque c'est une série seulement prévue en 3 tomes. Mais oui, je suis assez curieuse de voir ce que pourra donner la suite. En tout cas, ce premier tome était suffisamment intriguant pour donner envie de la lire. Et du coup, je lui ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, je me suis lancée dans le tome 5 de The Wicked plus The Divine par Jiron McKelvey, Wilson et Coles. C'est un comics que j'aime énormément, dont je vous ai pas mal parlé. Je crois par contre que c'est... Je me demande si c'est pas le premier que je lis en 2020. Je me demande si j'ai pas enchaîné les 4 autres tomes en 2019. Je sais plus exactement, enfin bref. Du coup, c'est un comics qui est actuellement donc toujours en traduction par Glénat Comics. A priori, le 9e tome sorti en VO est la fin de la série. Et le tome 8 vient de sortir en France. Le rythme de publication est quand même assez soutenu. Du coup, il y a moyen que le tome 9 sorte également cette année. Pour ce qui est de l'histoire, en gros, tous les 90 ans, il y a un panthéon de divinités qui se reforme. Le tout se passe dans notre univers, dans notre monde. Ça se passe peut-être en 2100 quelque chose. Enfin, c'est genre oui, à la fin du 21e siècle, enfin, ça se passe dans un futur pas très lointain. Et du coup, donc tous les 90 ans, il y a une récurrence avec 12 dieux, donc 12 divinités d'un panthéon qui renaissent, qui se réincarnent dans 12 jeunes personnes, 12 adolescents ou très jeunes adultes. Ces divinités vont devenir extrêmement adulées, extrêmement admirées et complètement starifiées par l'ensemble de la population, mais tout ça ne dure que 2 ans. Au bout de 2 ans, tout le monde décède et 90 ans plus tard, voilà, il y a une nouvelle récurrence, etc.
Du coup, dans les premiers tomes, les premiers tomes se passent au moment où il commence à y avoir quelques divinités qui apparaissent. On en est à 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et on voit du coup l'arrivée des 12 divinités et de ce qui va se passer, puisqu'en fait cette récurrence ne va pas tout à fait se passer comme les autres. Il y a pas mal de choses qui se passent qui font que voilà, ça se passe pas comme d'habitude. C'est vraiment très chouette, j'aime énormément le style de dessin. J'avais complètement craqué pour la couverture, je connaissais absolument pas ce comics. J'avais complètement craqué pour la couverture et en feuilletant, je m'étais rendu compte que les dessins à l'intérieur sont très à l'image des couvertures en général. Donc voilà, on est sur un style vraiment très coloré, avec des dessins que je trouve vraiment très chouettes. Et il y a juste le tome 3 qui n'est pas forcément dessiné par les mêmes personnes, enfin qui n'a pas le même dessinateur principal. Il ne fait qu'un des chapitres présents dans le tome 3. Du coup voilà, je vous préviens, le tome 3 est globalement moins bon que les autres et moins beau également. Mais à partir du tome 4, on revient au niveau de ce qui était fait avant et ce tome 5 est à nouveau extrêmement bien. Hop, mon très beau dessin. Ce tome 5 marque également le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle, puisque du coup il s'est passé de grosses choses à la fin du tome 4, et du coup voilà, les 4 premiers tomes forment un premier cycle. On a ensuite le cycle de phase impériale qui dure du coup 2 tomes, et après il y aura encore un ou d'autres cycles, je sais plus exactement. Ce tome-ci commence également par des interviews écrites de plusieurs divinités, de 4 ou 5 divinités je crois. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu voilà, ce type d'interview écrite de différentes divinités qui sont très chouettes. Ça apporte un petit plus, un autre moyen de voir ces divinités, surtout que certaines interviews se passent du coup entre le tome 4 et le tome 5. Du coup ça permet également d'avoir des petites indications en plus avant de replonger vraiment dans l'histoire. C'est vraiment, comme vous l'aurez compris, du coup un comics que j'aime vraiment beaucoup, que je vais continuer avec très grand plaisir à découvrir et que je vous recommande vraiment grandement, puisque finalement c'est pas non plus une série si connue que ça et dont j'entends tellement parler, mais vraiment je vous assure qu'elle vaut le détour. Et du coup j'ai mis la note de 18/20 à ce tome-ci. C'est à nouveau, comme je le disais, un tome que j'ai adoré. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été au niveau météo, au niveau luminosité, même si du coup je sais que c'est pas top avec le plafonnier, etc. Mais bref, sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous faites de votre côté de très belles lectures, et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!